Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre deuxième session du congrès intitulée « Valeurs publiques et transformation digitale, défis et opportunités ». Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, Laurence Clamart, secrétaire régionale CSC Services publics sur Namur-Dinan. C'est un réel plaisir pour moi de vous accompagner durant les 40 prochaines minutes et d'accueillir notre orateur Maxime Chantillon. Bonjour Maxime. Enchanté. Vous êtes chercheur et doctorant à la KU Leuven Public Government Institute. Vous nous faites l'honneur aujourd'hui, dans le cadre de ce congrès, de venir nous parler de la numérisation dans le secteur public. Vaste programme. Vous avez une expérience internationale dans ce domaine et vous vous intéressez principalement au pouvoir public européen et belge. Les nouvelles technologies et l'évolution des attentes des citoyens, des entreprises et des associations mettent les autorités au défi de repenser les services qu'elles fournissent. Cela fait naître de nombreux questionnements, mais aussi des inquiétudes parfois bien légitimes. En effet, on peut se demander qui sera associé à la démarche et quelles valeurs publiques prioritaires la guideront. La transformation digitale est un processus qui devra tenir compte du contexte public, des processus existants, de la culture et de la structure d'organisation. Mais ne risque-t-elle pas aussi de changer les services, les relations, les compétences et la mentalité des utilisateurs ? Toute transformation digitale suscite un débat plus large, à la fois sur le rôle du service public par rapport aux citoyens, mais aussi sur le rôle du service public par rapport à son propre personnel et à la place de ses collaborateurs. Dans cette session, Maxime Chantillon approfondira les défis et les opportunités qu'offre une transformation digitale dans les services publics. Avant de vous céder la parole, Maxime, je signale à tous nos congressistes que le chat est ouvert et il vous est donc loisible de poser vos questions tout au long de la présentation. Nous essayerons de répondre à un maximum de questions à la fin de cette session. Sans attendre, je cède maintenant la parole à Maxime Chantillon. C'est à vous. Merci beaucoup pour me donner la parole. Donc, bonjour à tous, je suis Maxime Chantillon, je travaille à la KU Leuven Public Governance Institute et aujourd'hui je veux bien vous introduire ce sujet sur la numérisation dans le secteur public. Très souvent, quand on pense d'une numérisation dans le secteur public, on pense d'une vraie révolution, une révolution du fonctionnement, une révolution dans les services qui sont offrus aux citoyens de l'administration publique. Mais en même temps, on voit qu'en réalité, c'est plutôt une sorte d'évolution et pas vraiment une révolution. Aujourd'hui, je veux bien vous introduire 4 concepts qui sont fondamentaux dans cette transformation digitale. Alors, on commence avec cette image ici. On a le input, un processus, un output et un outcome. Et pour le input, on a les valeurs publiques qui sont tellement importantes, non seulement pour une transformation digitale, mais aussi dans tout le contexte de l'administration publique. Pensez-vous par exemple à la politique de la sécurité sociale, la défense, les affaires étrangères et intérieures. Après ce concept de valeur publique, je vais vous expliquer un peu plus, donner un peu plus d'informations sur la transformation digitale et les services numériques. Et à la fin, on va voir le concept de la valeur publique, ce qui est finalement l'objet d'une administration publique, de créer cette valeur publique. Et ça, c'est très intéressant. On a la transformation digitale qui est très souvent présentée comme une sorte d'objectif, mais en même temps, on voit que c'est plutôt un processus et un outil pour créer la valeur publique. Donc, c'est quoi exactement les valeurs publiques ? C'est un concept fournissant un consensus normatif sur 3 aspects spécifiquement. On a les droits, les avantages et les prérogatives auxquels les citoyens devraient et ne devraient pas avoir droit. On a aussi les obligations des citoyens à l'égard de la société, de l'État et les uns et des autres. Et on a finalement aussi les principes sur lesquels doivent se fonder les gouvernements et les politiques. Bien sûr, ça c'est une définition qui est utilisée dans le monde académique. En réalité, on voit par exemple qu'une valeur publique qui est tellement importante dans le contexte de la numérisation et qui est très souvent utilisée aussi dans le monde politique, non seulement par l'administration, c'est l'efficacité.
c'est d'assurer que les processus et les services qui sont offrus aux citoyens deviennent plus efficaces. Mais en même temps, on voit aussi qu'il y a beaucoup d'autres valeurs publiques qui sont aussi importantes. Et ici, on voit quelques aspects qui sont tellement importants quand on pense des valeurs publiques. On a une transformation, et cette transformation numérique, elle va exiger des choix en matière de valeurs publiques. Effectivement, quand on travaille dans une administration publique, il faut faire des choix sur les valeurs publiques qu'on veut soutenir et qu'on veut obtenir ou progresser. On voit aussi qu'il y a des tensions et des conflits entre ces valeurs publiques. On a une politique existante, et là, on a peut-être des conflits entre plusieurs valeurs publiques, mais on voit aussi que la numérisation, elle va effectivement demander des choix sur les valeurs publiques. Et là, on voit que la politique, l'administration, vous, dans votre équipe, dans votre organisation, qu'il faut faire des choix sur les valeurs publiques qu'il faut poursuivre. Et là, on voit quelques exemples. On a l'inclusivité versus l'efficacité des services publics. On a aussi la transparence versus la vie privée. Et on a finalement, par exemple, aussi la responsabilité vers le gouvernement ou vers le public. Qui est-ce qu'on va suivre? Est-ce que c'est vraiment la politique, ou est-ce que comme administration, on sait aussi que peut-être le public fait quelque chose de différent que le gouvernement? Et ici, on voit que pour la transformation digitale, l'Union européenne est tellement importante, spécifiquement pour la Belgique. On voit par exemple qu'une politique sur l'ouverture des données, un sujet qui est tellement important pour les administrations en Belgique, on voit là que l'Union européenne, elle va faire le choix sur quelles valeurs publiques sont tellement importantes. Mais on voit aussi par exemple que la protection de la vie privée est quelque chose qui n'est non seulement important pour les administrations belges, mais c'est aussi pour l'Union européenne que ça c'est quelque chose de très important. Et on voit qu'en Europe, on a une approche très spécifique pour les valeurs publiques. C'est effectivement les valeurs publiques et non seulement la technologie qui va donner une approche pour la transformation numérique. Quand on voit par exemple les États-Unis, là la technologie est plus importante que les valeurs publiques. Bon, c'est quoi effectivement une transformation numérique? On a effectivement, comme j'ai dit déjà, c'est le processus qui est important. C'est non seulement, c'est pas le résultat qui est important, mais c'est le processus de la transformation numérique. Et on voit qu'il y a plusieurs éléments dans une transformation numérique. On a bien sûr les services. Les services sont changés à cause de l'utilisation de la technologie. Ça, c'est une numérisation traditionnelle. Mais en même temps, on voit aussi que, et ça c'est la grande différence entre l'administration électronique qu'on connaît des années 90 et le début du XXe siècle, on voit maintenant que aussi la culture et les structures de l'organisation, ça va aussi changer. Et par exemple, on a les relations dans une équipe, mais aussi dans une administration, dans une organisation qui va changer à cause de cette utilisation de technologie. On a aussi les compétences des fonctionnaires, des employés de l'administration. Bon, ils vont aussi changer à cause de l'utilisation de technologie. Et finalement, on a aussi l'état d'esprit. Donc, en réalité, on voit qu'en théorie, une transformation, ça c'est effectivement une révolution, mais en réalité, on voit que c'est plutôt une évolution. Et c'est aussi ce que je voulais dire avec l'image que j'ai montrée. Donc, quelles sont les caractéristiques d'un gouvernement numérique? On a un gouvernement qui est stimulé par les données. L'utilisation des données était toujours importante pour une administration, mais maintenant on voit que ça c'est encore plus important que dans le passé. Par exemple, l'utilisation des données qui viennent d'une autre administration en Belgique, par exemple. On a une approche horizontale et transversale pour offrir des services aux citoyens, aux utilisateurs. Et dans l'administration, on a plutôt une manière de network governance et d'une gouvernance hybride et plus une manière de travailler qui était plutôt hiérarchique qu'on connaît dans le passé. Donc ça veut aussi dire que le fonctionnaire qui travaille dans l'administration a une plus grande responsabilité que dans le passé. Finalement, on voit aussi que ça devient où il y a une évolution d'un gouvernement réactif vers un gouvernement anticipatif.
Ce qui veut dire que l'administration va offrir des services déjà en avant que le citoyen ou l'utilisateur a besoin des services. Par exemple, la naissance d'un enfant, une fois que l'administration est au courant que quelqu'un va avoir un petit bébé, alors c'est possible de déjà réagir et de ne pas attendre jusqu'au moment que les parents viennent vers l'administration. Mais bon, ça c'est tout intéressant, mais quel est maintenant l'effet sur le fonctionnaire lui-même? Et là, on a effectivement vu qu'il y a un effet et on a quelques effets et quelques connaissances et compétences qui sont tellement importants pour l'administration publique et pour le fonctionnaire ou l'employé de l'administration spécifiquement. Bon, c'est une petite image, mais ce qui est tellement important, et ça c'est un peu le message que je veux bien donner avec cette image, c'est le top de la pyramide là. On a le leadership skills et les professional skills là. Et on voit maintenant que dans l'administration et en utilisant la technologie, en transformation ou en transformer l'administration, il est nécessaire d'avoir des compétences, par exemple, de co-création. Comment est-ce qu'on va inclure l'utilisateur des services dans le processus de développement de ce service? Donc non seulement sur la phase de feedback, mais vraiment dès le début dans le développement du service ou le redéveloppement du service. Aussi important, c'est d'avoir une sorte d'équipe qui est multidisciplinaire. Il y a des techniciens dans une équipe qui sont responsables pour tout ce qui est l'utilisation directe de la technologie dans les services, mais en même temps, ces techniciens ont aussi besoin de quelqu'un qui leur explique pourquoi la technologie est utilisée. Et donc ça, c'est aussi un changement maintenant qu'on voit dans l'administration publique. Un troisième aspect qui est aussi important ici, c'est d'être ouvert vers la nouvelle technologie. Il ne faut pas résister à la technologie, mais il faut être critique, il faut être ouvert pour la critique sur la technologie, mais en même temps, il faut aussi voir et essayer de voir les possibilités qui sont offertes par l'utilisation d'une nouvelle technologie. Et un autre aspect, ou un aspect finalement, c'est l'utilisation des données. Je l'ai déjà dit, les données, c'est tellement important dans une administration qui est digitalisée ou qui a été numérisée. Mais on voit aussi que l'utilisation et voir les possibilités qui sont offertes par les données, ça c'est aussi un élément qui est tellement important pour les fonctionnaires de la future. Bon. Ici, on a aussi fait une petite liste des possibles défis et opportunités pour les fonctionnaires et les employés publics. Et on a 3 catégories ici. On a la technologie numérique et les services publics. On a la relation entre le gouvernement ou l'administration et le citoyen ou utilisateur des services. Et finalement, on a aussi la relation entre le gouvernement et les fonctionnaires. Donc ça, c'est une relation qui est interne dans l'administration. Donc, premier aspect, là, on a la technologie, on a les défis. Quels sont les défis? Bon, on a d'abord la protection de la vie privée qui est tellement important. Et là, on voit qu'en utilisant plus de données, oui, ça devient aussi de plus en plus important d'être sûr que la vie privée est protégée. Et vous avez probablement tous vu et lu déjà dans la presse que le ministère des Affaires étrangères interne a été piraté, effectivement, par bon, on ne sait pas par qui. Par des hackers. Oui, par des hackers, oui, voilà, mais on ne sait pas par qui. Mais en même temps, on voit aussi, bon, la sécurité devient aussi importante et finalement, on a aussi l'adaptation. En même temps, on a aussi des opportunités. Pense par exemple à l'efficience, efficacité et user centricity, qui est tellement important là. On a aussi la relation entre le gouvernement et le citoyen qui va changer. On a l'inclusivité. Comment est-ce qu'on peut être sûr que tous les citoyens sont capables d'utiliser les services qu'on leur offre? Et ça, c'est probablement une des choses qui est très souvent oubliée, mais qui est tellement important pour non seulement l'administration, mais surtout pour la politique aussi. Parce que là, on voit que quand on va en faire une transformation vers les services publics numérisés,
on voit qu'un grand groupe dans la société n'a pas suffisamment de capacité pour participer et utiliser ces services. On voit aussi qu'il faut prendre compte des capacités des utilisateurs finaux, donc ça c'est aussi lié à l'inclusivité. Et finalement, et ça c'est aussi un aspect important là, c'est la responsabilité. Qui est responsable pour, par exemple, quand on ouvre les données, qui va être responsable quand les données ne sont pas utilisées d'une manière correcte? Est-ce que c'est le gouvernement qui a ouvert ces données ou est-ce que c'est plutôt l'utilisateur, le citoyen, une entreprise? En même temps, on voit aussi qu'il y a à nouveau le user centricity qui est une opportunité pour les fonctionnaires et les employés. Finalement, on a la relation entre le gouvernement et les fonctionnaires et là, on a une sorte de tension entre le empowerment et la responsabilité. Donc, d'un côté, on a les fonctionnaires ou les employés qui ont plus de possibilités en participant dans la politique, dans le choix de technologie, en participant avec les utilisateurs, par exemple par des enquêtes ou des focus groups ou n'importe quoi. Mais en même temps, ça donne aussi une grande responsabilité aux fonctionnaires. Et là, il faut trouver une sorte de balance entre ces deux aspects. Une autre opportunité, c'est bien sûr aussi l'efficacité. Par exemple, quand on pense à la numérisation des services qui sont offerts par le ministère des Finances, on a par exemple MyMinFin, super intéressant, non seulement pour l'utilisateur externe, mais probablement aussi pour ceux qui travaillent dans le ministère. Ça leur donne aussi des possibilités d'avoir un processus de travail qui est plus facile à organiser. Bon, finalement, et ça c'est probablement l'aspect le plus important, c'est pourquoi on utilise la technologie, c'est pour créer la valeur publique. Et ça c'est finalement toujours le but et il faut toujours prendre compte de cette valeur publique. Ça c'est aussi pourquoi il faut commencer toujours le processus d'une transformation numérique avec une réflexion sur les valeurs publiques. Parce que les valeurs publiques et la valeur publique, donc pluriel les valeurs publiques, singulier la valeur publique, il y a une grande connexion entre ces deux. Et la valeur publique, c'est le résultat de la transformation des activités gouvernementales. Et on a trois aspects qui sont inclus dans cette valeur publique. On a l'amélioration du service public, on a possiblement une amélioration aussi du fonctionnement administratif, et finalement, on a aussi des services qui sont améliorés pour les individus ou pour la société. Par exemple, MyMinFin, à nouveau, mais c'est un exemple qui marche bien ici. Je pense, là, on voit qu'il y a une amélioration du service public. Il y a aussi une amélioration dans le ministère. Et finalement, on voit aussi que pour la société et l'individu qui va utiliser ce service, il y a aussi une valeur ajoutée. Mais bon, voilà, effectivement, il faut toujours, dès le début, et spécifiquement quand on a une transformation numérique, penser aux valeurs publiques et aux valeurs qui sont choisies au début du processus de transformation. Bon, voilà, ça c'était la présentation en bref. Merci beaucoup Maxime pour cette belle présentation et en tout cas qui nous ouvre à la réflexion par rapport à ça. Et on est dans le cœur du sujet puisqu'on parle des valeurs et de la valeur publique qui tient à cœur tous nos congressistes aujourd'hui. Si vous voulez bien, on va passer à la séquence de questions qui n'apparaît... Voilà. Ah, voilà. Je suis un peu impatiente. Donc la première question qui nous vient de Céline. Avez-vous l'expérience de services publics numérisés ? À vos yeux, à quelle étape du processus se situe le risque le plus important de dérive par rapport aux valeurs des services publics ? Donc, comme vous l'expliquiez, il y a les valeurs publiques qui sont là actuellement. Le processus de numérisation va nous amener vers une autre forme de service public. À quel moment est-ce que nous, syndicalistes, devons être attentifs à cette transition pour que ces valeurs soient toujours intégrées dans le processus et qu'elles ressortent in fine dans l'output? Oui, c'est une très bonne question, je pense. Et la réponse est bon,
la réponse facile est qu'il faut toujours être attentif pour ça. Mais en même temps, c'est un peu plus complexe. Donc, à un certain moment, il y a probablement dans l'administration l'idée de faire ou d'avoir une transformation numérique d'un certain service. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut faire une sorte d'analyse. Quelles sont les valeurs qu'on a dans notre organisation, dans notre équipe? Qu'est-ce qu'on veut créer pour l'utilisateur des services ou du service qui est utilisé. Et là, à ce moment, ça sera bien sûr intéressant d'avoir une sorte d'évaluation sur les valeurs. Et au moment que la transformation ou la numérisation commence, là, à ce moment, ça devient super intéressant d'avoir une sorte de liste de valeurs publiques qui peuvent être respectées ou qui doivent être incluses dans la numérisation du service. Mais vous qui avez l'expérience de numérisation dans les États, est-ce qu'au départ, j'imagine qu'il doit y avoir un choix politique de départ de l'État qui décide, tiens, qu'ai-je envie de faire de ma fonction publique? Qu'est-ce que je veux qu'elle devienne? J'imagine qu'il y a une impulsion quand même qui est décidée par le politique au départ. Oui, effectivement. Et là, on voit qu'il y a une sorte de possible tension entre la démocratie, qu'on la connaisse jusqu'à maintenant, une démocratie avec des élus, avec un gouvernement, mais en même temps, on voit aussi qu'il y a une sorte de démocratie directe qui vient maintenant ou qui est en évolution. Par exemple, l'idée de co-création est tellement importante là. Et on voit que l'intégration des utilisateurs dès le début d'une transformation, ça peut être un aspect qui est super intéressant, non seulement pour l'administration, mais aussi pour l'utilisateur. Parce que d'une certaine manière, l'utilisateur peut être sûr que les valeurs publiques ou la valeur publique qui est voulue par lui ou par elle est créée, mais en même temps, l'administration peut aussi être assurée d'une certaine manière que ces actions sont utiles et que là, il y a une valeur ajoutée qui est créée pour l'utilisateur, ce qui est aussi positif pour les fonctionnaires de l'administration. Ok. On va passer à la deuxième question, la question de Martin. Dans les États numérisés, comment la transition du personnel vers une administration publique numérisée se traduit-elle et quels premiers changements importants sont constatés? Donc c'est vrai que je pense que c'est une inquiétude d'une majorité du personnel aujourd'hui devant l'inconnu de se dire, voilà, aujourd'hui on a une place, on exerce une fonction dans les services publics et demain, après la numérisation, quelle sera ma fonction? Est-ce que je vais garder les mêmes compétences? Comment est-ce que la transition va se passer? Ça, c'est une question, je pense, qui inquiète les congressistes qui nous regardent. Oui, effectivement. Et c'est aussi une bonne question. Et là, on voit qu'il faut essayer de trouver une sorte de balance entre quelles sont les compétences des fonctionnaires et employés qui travaillent à un certain moment dans l'administration, qui vont effectivement... et en même temps, il faut aussi une sorte de modification des compétences et des connaissances de ces mêmes fonctionnaires. Donc là, il y a bien sûr un rôle pour l'administration qui est responsable pour ces fonctionnaires. Comment est-ce qu'on peut donner une sorte de training pour améliorer ou changer les compétences, mais en même temps, on ne peut pas demander demander effectivement aux fonctionnaires de changer complètement les compétences. C'est pas possible. Donc, il faut se trouver là une sorte de balance et aussi travailler non seulement avec la génération qu'on a maintenant, mais aussi avec la jeune génération qui a probablement d'autres compétences. Et là, on peut peut-être trouver une sorte d'équilibre entre ces deux groupes qui travaillent dans l'administration et on peut donner les services aux citoyens. Alors une question de Pierre, inclusivité de l'usager et fracture numérique, comment réussit-on le grand écart? C'est vrai qu'une question qui se pose très souvent, c'est on se rend bien compte qu'on va vers une société numérisée de plus en plus, mais il y a quand même des gens dans la société qui ne possèdent pas tous les outils numériques qui permettent de pouvoir passer le pas. Alors comment va-t-on faire, surtout au niveau d'un État? Comment l'État envisage-t-il en général de numériser alors qu'une partie de la population ne l'est pas? Et alors comment éviter la discrimination entre les gens numérisés et ceux qui ne le sont pas pour éviter d'exclure certains membres de leur propre État?
Ouais. Bon, on a fait une recherche pour l'administration fédérale sur ce sujet-là, spécifiquement sur la demande de l'administration fédérale. Et là, on voit effectivement que pour l'administration même, c'est difficile de trouver la barrière ou la balance correcte là, entre inclusivité et fracture numérique. Et on voit que dans la politique, mais aussi l'administration, il y a certaines initiatives qui ont été prises pour améliorer l'inclusivité et diminuer la fracture numérique. Mais en même temps, on pense qu'il faut aller un peu plus loin. Et par exemple, au Portugal, on a ce type d'initiative qui a été pris. C'est un peu comme un B-post point. C'est une sorte de une vraie une location et on peut aller là comme citoyen. Il y a des experts là de l'administration et ils peuvent vous aider. Ils peuvent vous expliquer comment il faut faire ça. Et même si ce n'est pas possible pour vous de faire ça à la maison, vous pouvez vous pouvez utiliser tous les services de l'administration là, dans cet endroit. Donc c'est une manière très directe d'utiliser la capacité de l'administration numérisée d'une manière pour les citoyens. Mais à votre avis, est-ce qu'elle est inévitable et nécessaire? Enfin, je pense que si on ne met pas de moyens à la disposition des gens pour éviter cette fracture, on ne peut pas y arriver. Maintenant, ça demande des moyens financiers, ça demande aussi de la formation. Des gens peuvent aussi avoir l'opportunité d'avoir un ordinateur à leur disposition, mais ne pas savoir s'en servir. Donc, ça demande quand même beaucoup aussi d'éducation, on va dire, permanente. Est-ce que les États que vous connaissez qui ont déjà commencé la numérisation investissent dans ce poste-là? Oui, il y a des exemples des pays qui ont investi dans ce problème. Oui, on peut parler d'un problème là. Mais en même temps, on voit que c'est très souvent pour les jeunes qu'on organise ça et pas surtout pour les autres groupes de la société qui sont peut-être exclus. Donc là, effectivement, il y a encore des efforts qui peuvent être pris par les administrations d'organiser ça d'une manière très directe pour les groupes sociaux qui n'ont pas l'accès aux services publics parce qu'ils ont vraiment insuffisamment de capacité pour utiliser ces outils. À votre avis, le fait qu'on investisse uniquement sur les jeunes, est-ce que ça veut dire qu'on part du principe que la génération un peu plus âgée est une génération qui ne s'y habituera pas et qu'on investit tout sur la jeunesse ou est-ce qu'il y a une autre raison C'est une bonne question. En même temps, on voit aussi qu'au niveau très local, par exemple, le collège de bourgmestre organise des sessions pour les gens qui sont retirés, pensionnés. Ouais, comment ça pensionnés. Ouais. On voit ça aussi. Mais effectivement, c'est peut-être une question. Pourquoi est-ce qu'investir surtout sur les jeunes et pas dans toute la société? Mais en même temps, on voit aussi que et ça c'est quelque chose qui est peut-être surtout quelque chose des grandes villes, qu'il y a certains groupes dans la société qui ont besoin d'un peu plus de soutien et les grandes villes ont plus de possibilités pour investir aussi dans ces groupes-là. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que aussi les petites villes ont peut-être aussi des problèmes et qu'il faut peut-être aussi mieux ou plus investir dans tous les groupes qui existent dans la société. Ouais. Ok. On peut passer à la question suivante, question de Lionel, que je salue. Tous les services publics et tous les départements de ces services publics ne pourront être digitalisés. Pour ceux qui ne peuvent pas l'être, dans les États numérisés, et qu'il est prévu de trouver une compensation, est-il prévu de trouver une compensation à cela, financière ou autre? Alors, est-ce qu'on peut imaginer un État qui se numérise petit à petit et peut-être que dans certains départements ce soit impossible? Est-ce que la numérisation, enfin je suppose que c'est un peu le sens de la question, est-ce que la numérisation c'est pour tout ou est-ce que certains départements, évidemment, s'y prêtent beaucoup mieux que d'autres? Est-ce qu'on peut s'arrêter à un moment donné ou est-ce que quand on débute avec la numérisation, c'est un départ qui visera à arriver à une numérisation totale de tous les secteurs? Oui, aussi là, et je parle de l'expérience de l'administration fédérale parce qu'on a fait une étude pour eux, on a vu que
c'est surtout intéressant d'avoir une numérisation des services quand il y a suffisamment d'utilisateurs. Par exemple, dans l'administration fédérale, il y a des organisations qui sont assez petites, très spécialisées, qui offrent des services à seulement quelques organisations en Belgique et pas vraiment au grand public. Et là, on voit aussi que ce n'est pas vraiment utile, nécessaire, efficace d'avoir une transformation numérique de ces services-là. Et c'est plus facile pour eux, mais aussi pour les utilisateurs, de juste avoir le service comme ça existait dans le passé. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un système hybride. Voilà, effectivement. Et donc la transformation numérique, ça ne veut pas dire que tous les services doivent être numérisés. Il peut effectivement avoir un système. Donc c'est vraiment au besoin en fait. Oui, et il faut toujours faire l'analyse, est-ce que c'est vraiment utile pour nous et surtout pour l'utilisateur d'avoir une numérisation de notre service ou de nos services qu'on offre. Mais en même temps, on voit MyMinFin, bon, ça c'est quelque chose qui est pour tous les citoyens en Belgique. Là, c'est vraiment clair qu'une numérisation est utile non seulement pour les utilisateurs, mais aussi pour l'administration. Et là, par exemple, l'exemple de MyMinFin, c'est quelque chose qui existe quand même depuis des années. Ouais. Donc la numérisation, c'est vrai que ça peut faire peur, c'est un grand mot, mais elle existe déjà. Oui, voilà, effectivement, il y a une évolution qui est... C'est effectivement là, on voit une évolution dans le temps. C'est déjà plus de 20 ans que ça existe. Ça a été transformé plusieurs fois, mais ce n'est pas une révolution d'un jour à l'autre, on va avoir une numérisation. Oui, tout à fait. Enfin, je pense en tout cas que c'est rassurant aussi pour les congressistes de se dire, en tout cas dans votre exposé, vous avez parlé d'évolution et pas de révolution. Je pense que c'est quelque chose de très important. Le fait aussi que le fonctionnaire va avoir plus de responsabilités, va être plus responsable. Enfin, je pense que c'est quelque chose aussi qui peut être vécu comme positif et de ne pas être le maillon d'une chaîne vraiment exécutante, mais vraiment dans la responsabilité. Au niveau des questions, la première, nous avons déjà répondu, je pense. Comment garder un service public accessible pour tout public, numérisé ou non? Une certaine digitalisation, question de Philippe, une certaine digitalisation peut être intéressante et pertinente pour le citoyen. Néanmoins, la digitalisation n'est pas une fin en soi et je doute qu'il soit raisonnable ou souhaitable d'envisager le tout numérique. Réussirons-nous à freiner cette course folle? Ça, je pense qu'on vient d'en parler. Oui, et je partage cette opinion aussi, oui. Alors peut-être une petite question par rapport à la pyramide tout à l'heure qui était dessinée. Je n'ai pas retrouvé, mais c'est peut-être moi qui n'étais pas attentive, où se situaient les compétences des agents actuels. Il y avait les compétences des gens qui vont venir aider à la numérisation, ça je l'ai bien compris, mais où se situent les compétences qui sont nécessaires pour comprendre comment numériser? Donc celles des agents actuels sur le terrain. Donc il doit y avoir, j'imagine, une rencontre entre les gens qui viennent numériser et les compétences actuelles pour bien les comprendre et bien les transformer. Oui, effectivement, oui, oui, ce qui est dans la pyramide, ce sont effectivement les compétences idéales, hein, d'une certaine manière. Mais ça revient aussi d'une question qu'on a entendue. On a une différence entre, oui, on a les fonctionnaires, ils ont les compétences à ce moment, et qu'est-ce qu'on peut faire pour la future et pour la numérisation. Et là, oui, il faut essayer de trouver une sorte de balance. Est-ce que les compétences qui étaient dans la pyramide, est-ce que les gens qui travaillent à ce moment dans l'administration, de quel degré est-ce qu'ils ont déjà les compétences qui étaient dans la pyramide et comment est-ce qu'on peut, on peut assurer que ces gens-là qui travaillent déjà dans l'administration sont capables d'obtenir aussi ces compétences. Et de transmettre aussi leur savoir. Et de le transmettre, oui, voilà. Oui. Mais donc là, on a la formation. Donc on a une formation qui est non seulement donnée dans l'école, mais aussi dans l'administration. Et cette formation est tellement importante pour les fonctionnaires dans l'administration. C'est aussi un coût, la formation. Oui, voilà. Eh bien voilà, cette deuxième session de notre congrès touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié et que vous y avez trouvé les idées, les inspirations, peut-être avoir découvert une autre façon de parler de la thématique. La numérisation des services publics nous concerne tous, car le processus est irréversible, nous le savons.
Il s'agira donc pour nous, organisations syndicales, de continuer à défendre les valeurs essentielles des services publics et d'accompagner au mieux le processus dans les espaces qui nous sont dédiés afin de veiller à ce que ces valeurs soient pérennisées et que le processus de digitalisation les intègre. Ce fut en tout cas un réel plaisir pour moi, Maxime, de vous accueillir. Merci d'avoir nourri et enrichi notre réflexion. Merci aussi à vous, congressistes, pour votre attention et vos questions pertinentes. Il me reste à vous souhaiter un excellent congrès et surtout, prenez bien soin de vous.